Chers auditeurs, merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien. Vous êtes nombreux à m'accompagner dans cette aventure littéraire et à partager un moment de calme et de réflexion grâce à ces histoires. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus célèbres mystères de Sherlock Holmes, une étude en rouge. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter dans une enquête fascinante aux côtés du détective légendaire. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Dans une étude en rouge, Sherlock Holmes et son fidèle ami, le Dr Watson, se retrouvent mêlés à un crime mystérieux survenu à Londres. Le corps d'un homme, trouvé dans une maison isolée, n'a pas de signe évident de violence, mais porte une étrange inscription. À travers des indices énigmatiques et un enchevêtrement de secrets, Holmes commence une enquête qui le mène bien au-delà des frontières de l'Angleterre, jusqu'aux États-Unis, où un passé douloureux ressurgit. Au fil de l'histoire, la sagacité de Holmes, son esprit logique et sa capacité à relier les faits avec précision se révèlent cruciaux pour résoudre ce mystère complexe. Un puzzle de vengeance, de justice et de passion attend notre détective dans ce premier roman emblématique de la série. Chapitre 1. Le corps de Brixton. La pluie battait contre les fenêtres de la modeste chambre de l'appartement de Baker Street où je venais de m'installer. La capitale anglaise, enveloppée d'une brume épaisse, semblait perdue dans un autre temps, comme si le monde extérieur n'était qu'un rêve lointain. J'étais rentré tout juste de l'Afghanistan, après une longue période de convalescence, et c'est dans cette ville que j'avais trouvé refuge, dans le quartier historique de Marylebone, non loin du marché de Portobello. Là, dans un coin paisible de Londres, je faisais la connaissance d'un homme dont la réputation allait rapidement devenir légendaire, Sherlock Holmes. Notre rencontre avait eu lieu tout à fait par hasard, à un moment où j'étais encore dans l'ignorance de l'immense talent du détective. Nous nous étions liés d'amitié presque immédiatement malgré nos différences. Lui, un génie analytique, solitaire et étrange, et moi, un médecin militaire, plus habitué aux pratiques médicales qu'aux subtilités de l'intellect. Mais ce qui m'avait le plus frappé chez Holmes, c'était son incroyable capacité à observer, à déduire, à comprendre des choses que la plupart des gens ne remarquaient même pas. Il semblait pouvoir résoudre n'importe quel mystère, même les plus complexes, avec une facilité déconcertante. Ce soir-là, alors que je sirotais un verre de brandy dans l'étroit salon de notre appartement, la porte d'entrée s'ouvrit, brusquement. Un homme en uniforme se tenait dans l'encadrement de la porte, une lueur d'urgence dans ses yeux. C'était un inspecteur de Scotland Yard, un certain Gregson, que Holmes connaissait bien. Il entra sans attendre, et après un « Salut bref !» se tourna immédiatement vers mon ami. « Holmes, nous avons besoin de vous. Il y a eu un meurtre à Brixton, un crime étrange, sans explication apparente. Nous avons besoin de votre regard sur cette affaire. » Holmes se leva avec un mouvement rapide, comme si l'invitation de l'inspecteur avait dissipé toute forme de fatigue. Il se tourna vers moi, son regard brillant d'excitation. « Watson, nous partons. Votre esprit analytique ne peut que profiter de cette enquête. Venez avec moi. » Je ne pouvais que suivre. Un peu hésitant, mais déjà curieux de voir mon ami à l'œuvre, nous sortîmes dans la rue humide de Londres et nous dirigeâmes vers le quartier de Brixton, en empruntant les chemins sinueux de la ville. Le ciel était gris et menaçant, mais cela ne semblait pas déranger Sherlock, qui marchait d'un pas vif, absorbé par ses pensées. Arrivé sur les lieux, un policier nous guida jusqu'à la scène du crime. L'endroit était une maison modeste située en retrait dans une rue calme. Mais dès que nous franchîmes le seuil, une sensation étrange m'envahit. L'air était lourd, presque étouffant, et il y avait une tension palpable dans l'atmosphère. Dans une pièce à l'arrière de la maison, un corps gisait sur le sol, entouré de policiers qui s'efforçaient de préserver les lieux du crime. L'homme, retrouvé mort, semblait avoir environ la quarantaine, bien que son visage pâle et ses yeux fixés dans le vide donnaient l'impression qu'il avait vécu bien plus.
Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune blessure visible sur son corps, et pourtant sa mort était évidente. Ce qui m'intrigua immédiatement, ce furent les mots inscrits sur le mur à côté du cadavre. Des lettres rouges, tracées de manière désordonnée, formaient une phrase qui ne semblait avoir aucun sens. Holmes s'approcha du corps sans même prêter attention aux policiers qui tentèrent de l'arrêter. « C'est une scène troublante, n'est-ce pas ?» dit-il, les yeux brillants d'intérêt. Je m'approchai à mon tour, inspectant la pièce, et notai les détails que Holmes observait. Le mobilier était modeste, presque spartiate, et la fenêtre ouverte laissait entrer une brise fraîche. Le sang qui maculait le mur près du corps était étrange, trop propre, comme si l'inscription avait été faite avec une précaution particulière. Ce n'était pas un simple meurtre, c'était un message. Holmes se pencha sur le cadavre, ses yeux scrutant chaque détail avec une minutie qui m'émerveillait. Il n'y avait pas de traces de violence physique sur le corps, mais l'attitude du défunt, la position dans laquelle il avait été trouvé, tout semblait indiquer une mise en scène. « Ce n'est pas un crime banal, dit-il, comme si la simple observation du cadavre lui avait déjà révélé des éléments cruciaux. Ce meurtre cache quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel. Regardez les traces de doigts sur la fenêtre. Elles sont fraîches, comme si quelqu'un avait voulu faire entrer quelque chose. » Il tourna son regard vers l'inspecteur Gregson. « Avez-vous trouvé des indices ailleurs dans la maison ?» Gregson sembla hésiter avant de répondre. « Rien. De pertinent pour l'instant, à part cette inscription étrange. Nous avons interrogé les voisins, mais personne n'a vu ni entendu quoi que ce soit de suspect. » Holmes se redressa lentement, son regard plongé dans les mots inscrits sur le mur. Une étrange lueur d'excitation traversa ses yeux. Il se tourna vers moi. « Watson, il y a là une histoire qui attend d'être découverte. Un mystère qui se cache derrière ces symboles. Nous devons comprendre ce qu'ils signifient. » Je n'avais encore rien vu de tel. Sherlock Holmes était un homme qui savait faire parler les objets et les événements. Il n'avait besoin que de peu pour reconstituer une histoire entière. À cet instant précis, je savais que nous venions de plonger dans une aventure qui allait bouleverser nos vies à jamais. Nous quittâmes la maison et nous rendîmes à notre appartement, où Holmes se plongea immédiatement dans ses livres et ses notes. Il semblait déjà avoir mis au point une théorie, mais il était trop tôt pour la formuler. Le mystère de Brixton n'était qu'un début. Il y avait des forces bien plus puissantes à l'œuvre, et l'affaire n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Je restais là, silencieux, observant Holmes travailler. Une partie de moi voulait comprendre, une autre était simplement fascinée par la manière dont il abordait chaque détail. Nous ne savions pas encore que ce crime allait nous mener bien plus loin que Londres, dans une quête de vérité et de justice qui allait révéler des secrets oubliés depuis longtemps. Mais une chose était certaine, Sherlock Holmes allait résoudre ce mystère et il le ferait à sa manière. Chapitre 2. Le mystère de l'inscription. Le lendemain matin, l'air frais de Londres s'était éclairci et une lumière pâle filtrait à travers les nuages qui se dispersaient lentement. Le ciel semblait presque aussi intrigué que moi par l'affaire qui s'était ouverte devant nous. Sherlock Holmes n'était pas du genre à se laisser perturber par la météo et dès que nous fûmes de retour à Baker Street, il se précipita vers ses livres, fouillant parmi ses volumes, anciens comme un chercheur déterminé à déchiffrer un code secret. Je pris place dans un fauteuil, observant mon ami d'un œil curieux. Depuis ma rencontre avec Holmes, j'avais appris à apprécier l'ordre dans lequel il structurait ses enquêtes, mais jamais je n'avais vu une telle intensité dans sa recherche. L'inscription retrouvée à Brixton occupait son esprit comme un casse-tête qu'il s'efforçait de résoudre. « Watson, ce meurtre n'est pas un acte isolé », dit-il enfin, levant les yeux de ses notes. « Cette inscription sur le mur, c'est une clé qui ouvre une porte vers un mystère plus vaste. » Je me penchai légèrement, intrigué. Holmes avait toujours ce don particulier de transformer un simple événement en un enchevêtrement de questions. Cette inscription, que la police considérait comme un détail sans importance, semblait avoir capté toute son attention.
Il m'invita à l'approcher. Les mots sur le mur de la maison de Brixton n'étaient pas simplement des lettres sanglantes laissées là au hasard. C'était une phrase complète, mais elle semblait dénuée de sens à première vue. Rédemption par le sang, le prix du silence. L'écriture, irrégulière, était tracée d'une manière presque méthodique, mais la couleur du liquide, du sang humain, assurément, avait une teinte plus claire que ce que l'on pourrait attendre. « Que pensez-vous de cela, Watson ?» demanda Holmes, ses yeux brillants d'un éclat particulier. Je fronçai les sourcils et pris un moment pour réfléchir. Il y a quelque chose de cérémonial dans cette inscription. Peut-être que l'assassin a voulu faire passer un message, mais de quel genre de silence parle-t-il? Holmes hocha la tête. Le silence, Watson, est souvent une arme. Le genre de silence auquel nous faisons face ici semble lié à quelque chose de beaucoup plus ancien qu'un simple meurtre. Il s'arrêta un instant, ses doigts tapotant la table en bois de manière rythmée. Cette phrase est un avertissement, mais aussi une promesse. Rédemption, mais à quel prix? Et surtout, pourquoi? Je le laissai réfléchir, l'esprit tournant autour de cette énigme. Cela ne semblait pas être un crime commis par un simple tueur en série. Non, l'assassin était quelqu'un de calculateur, quelqu'un qui voulait nous faire comprendre qu'il y avait quelque chose de bien plus profond derrière ce meurtre. Un élément personnel, presque religieux dans son approche. Holmes se leva brusquement, marchant de long en large dans la pièce, comme à son habitude lorsque son esprit était en pleine ébullition. « J'ai une idée, mais elle nécessite une visite dans un endroit particulier. » Il se tourna vers moi. « Suivez-moi, Watson. Vous allez voir ce que cela signifie vraiment. » Nous nous rendîmes à l'intérieur de Londres, dans le quartier de Whitechapel, là où les ruelles sombres cachent des secrets anciens. Holmes connaissait cet endroit comme sa poche. Il me conduisit dans une librairie d'antiquités, un endroit poussiéreux et presque oublié, où des ouvrages rares et des manuscrits anciens étaient conservés. L'endroit sentait l'humidité et la vieillesse, et les rayonnages étaient remplis de livres jaunis par le temps. Un vieux libraire, l'air fatigué et dissimulé sous des lunettes épaisses, nous accueillit d'un hochement de tête, comme s'il attendait notre visite. Holmes s'approcha immédiatement d'un coin reculé de la boutique, tirant un volume en cuir au dos usé. Il l'ouvrit avec précaution, parcourant les pages avec une expertise que je commençais à trouver, et presque surnaturelle. C'était un ouvrage ancien sur les symboles occultes et les rituels mystiques. Un livre qui, selon Holmes, détenait la réponse à l'inscription du mur. « Voici ce que nous cherchons, Watson. » Holmes posa le livre sur la table, pointant un symbole gravé dans le texte. Je m'approchai, essayant de déchiffrer les mots archaïques. Il s'agissait d'un ancien texte décrivant des rituels de rédemption à travers le sang, mais ce n'était pas un texte sacré. Non, c'était un recueil de croyances secrètes, utilisé par certaines sociétés secrètes dans le passé pour obtenir de l'influence, de la puissance. Des rituels qui exigeaient non seulement du silence, mais aussi une sorte de sacrifice, le prix du silence. Et comme l'indiquait l'inscription à Brixton, Holmes tourna les pages avec une rapidité fascinante, son esprit semblant raisonner à chaque étape du processus. Nous avons là une piste, Watson. Le meurtrier n'est pas seulement un tueur, de chair et de sang. Il est lié à un ordre ancien, à un pacte secret. Il veut se venger, mais il cherche aussi à faire revenir quelque chose de lointain. Il marqua une pause, comme si un autre fragment du puzzle venait de s'emboîter. Et l'inscription, elle n'est pas adressée à la victime. Elle est adressée à nous. Je clignais des yeux, incapable de saisir l'ampleur de ce qu'il insinuait, mais je sentais, au fond de moi, que nous étions à l'orée d'un mystère bien plus vaste. Ce n'était pas un simple meurtre. C'était un message crypté, un code que nous devions déchiffrer. Sherlock se redressa, un sourire furtif aux lèvres. Le mystère de Brixton n'est pas qu'une question de meurtre, Watson. C'est une étude en rouge, comme les mots tracés sur ce mur, et nous allons le résoudre pièce par pièce. Nous quittâmes la librairie, emportant le livre avec nous,
prêts à poursuivre notre investigation. Une chose était sûre, ce n'était que le début d'un mystère qui allait nous mener bien plus loin que nous ne l'aurions imaginé. Chapitre 3. L'homme aux yeux vides. Le ciel londonien était d'un gris perçant lorsqu'on se dirigea en silence vers notre prochain arrêt. Le mystère de Brixton nous avait déjà entraînés dans une direction inquiétante. Mais le plus étrange restait à venir. Ce n'était pas un crime isolé et ce n'était pas un simple meurtre passionnel. Sherlock Holmes, comme toujours, semblait d'un calme implacable face à cette énigme grandissante, mais moi, j'étais déjà envahi par un sentiment étrange, une impression que l'on se trouvait au bord de quelque chose d'effroyable. Un frisson parcourait ma colonne vertébrale chaque fois que je pensais à l'inscription sur le mur « Rédemption par le sang, le prix du silence ». Nous avions quitté la librairie de Whitechapel, où Holmes avait trouvé les réponses qu'il cherchait dans un vieux livre, et nous nous dirigions maintenant vers une autre scène, un autre lieu qui pourrait contenir des indices essentiels. Ce n'était pas un lieu choisi par hasard. Holmes avait reçu un message mystérieux qui suggérait que les prochains indices se trouvaient dans un petit hôtel du quartier de Soho. Un hôtel discret, mais pas vraiment dans le sens où il aurait été rempli de clients venant chercher du repos. C'était un lieu bien connu de la pègre londonienne, où l'on trouvait tout ce que l'on cherchait pour peu que l'on en ait les moyens. Nous arrivâmes devant une porte discrète, presque anonyme, à l'entrée d'un bâtiment qui semblait en ruine. Holmes frappa 3 fois et attendit. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit à la volée, et un homme aux traits marqués et aux cheveux épars apparut sur le seuil. Son regard, vide de toute émotion, semblait nous scruter à travers une brume opaque, comme si une ombre résidait derrière ses pupilles. Il avait l'air aussi désemparé qu'un fantôme, et ses yeux étaient d'une couleur presque irréelle, un blanc laiteux qui semblait tout absorber autour de lui. Ses pupilles, inexistantes, avaient quelque chose de glacé, une absence totale de vie qui me glaça le sang. « Vous cherchez quelque chose, messieurs ?» demanda-t-il d'une voix rauque, presque mécanique. Holmes ne sembla pas perturbé. Il fit un signe de tête et entra, me faisant signe de le suivre. L'homme nous laissa passer sans un mot et referma la porte derrière nous. L'intérieur était sombre et étouffant, avec des murs qui semblaient en se rapprocher à chaque pas. Le mobilier vieilli et couvert de poussière ajoutait à l'aspect sinistre du lieu. L'odeur de moisissure flottait dans l'air, et une lumière faible provenait d'un chandelier dévêtu, dont les flammes vacillaient dans une danse hypnotique. L'homme aux yeux vides se dirigea vers un canapé usé et y prit place, croisant les bras comme si cela faisait partie de son rôle. Il regarda Holmes d'un air curieux, comme s'il attendait qu'il parle le premier. Holmes, d'un geste calme et posé, s'assit en face de lui, les yeux rivés sur l'homme, observant chaque détail. Je pris place à côté de lui, tentant de ne pas paraître trop perturbé par la présence de cet homme étrange, dont les yeux reflétaient un vide insondable. « Nous recherchons des informations sur un crime récent à Brixton. » Comment ça ? Holmes d'une voix précise, comme s'il s'adressait à un informateur de longue date. « Nous pensons que vous pouvez nous aider. » L'homme aux yeux vides sembla hésiter un instant avant de répondre. « Brixton. » Ah, Brixton, oui. Un endroit qui garde bien ses secrets, n'est-ce pas? Mais vous ne cherchez pas seulement des informations sur un crime. Vous cherchez autre chose. Il sourit légèrement, un sourire sans joie qui faisait encore plus ressortir la profondeur de son regard étrange. Vous cherchez à comprendre, n'est-ce pas? Vous voulez savoir pourquoi. Holmes pencha légèrement la tête, un geste atypique de sa manière d'analyser chaque mot et chaque mouvement. Vous savez donc de quoi je parle? Peut-être, ou peut-être pas. L'homme se leva soudainement, comme si la conversation ne l'intéressait plus. Mais ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas ici, pas tout de suite. Il se dirigea vers un petit bureau dans un coin de la pièce et en sortit un vieux carnet relié en cuir, usé par les années.
Il le posa sur la table devant nous et l'ouvrit à une page précise. Une série de symboles, presque identiques à ceux que Holmes avait découverts dans le livre occultiste, s'étalaient devant nous. Je m'approchai, intrigué. Ces symboles, bien que visuellement similaires à ceux du livre, semblaient bien plus personnels, comme si leur signification n'était destinée qu'à ceux qui connaissaient le langage des anciens rituels. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demandai-je, mes mots trahissant mon impatience. L'homme aux yeux vides tourna lentement la page et murmura « Ce que vous recherchez, c'est au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Le sang et le silence. Tout est lié à un pacte qui a traversé les âges. Brixton n'est qu'un endroit où cette histoire commence, mais elle est bien plus vaste. » Holmes, pensif, se leva et prit le carnet. Son regard perça les symboles comme un chercheur découvrant un secret ancien. Il le tourna plusieurs fois, analysant chaque courbe et chaque ligne, mais son visage demeura impassible. « Ce pacte, murmura-t-il finalement, c'est un héritage qui a été laissé derrière par ceux qui ont disparu, un héritage que l'on cherche à réactiver. » Je sentis un frisson me parcourir à la simple évocation de ces mots. L'homme, aux yeux vides, nous avait révélé plus qu'il n'avait l'intention de le faire, mais il restait des zones d'ombre. Holmes ferma le carnet avec une lenteur presque solennelle avant de le remettre à l'homme. « Nous avons appris ce que nous devions savoir, » dit-il, sans rien laisser transparaître de ses pensées. « Mais nous reviendrons. Vous n'avez pas fini de nous parler. » L'homme se contenta de hocher la tête sans réagir. Sa silhouette s'effaça dans la pénombre de la pièce, tandis que nous nous préparions à quitter ce lieu étrange. Alors que nous sortions de l'hôtel, une tension palpable se faisait sentir dans l'air. L'homme aux yeux vides n'était pas une simple figure étrange, mais un acteur d'un drame ancien, dont les fils invisibles tissaient un réseau que Holmes, comme toujours, allait dénouer. Mais une question persistait, quel rôle ce mystérieux individu jouait-il dans tout cela? Était-il un simple spectateur ou un acteur clé d'un jeu bien plus vaste? Holmes, lui, semblait déjà en train de mettre les pièces du puzzle en place, mais quelque chose dans ses yeux me disait que ce qu'il venait de découvrir n'était que la surface d'un abîme plus profond. Chapitre 4. La piste américaine. L'atmosphère de Londres semblait pesante alors que nous quittions l'hôtel de Soho. L'ombre du mystère s'était épaissie autour de nous, et bien que Sherlock Holmes fût d'un calme absolu, je sentais qu'une nouvelle direction s'ouvrait devant nous, plus lointaine, plus complexe. L'homme aux yeux vides nous avait laissé une énigme qui ne faisait qu'ajouter à la toile déjà tissée autour du meurtre de Brixton. Et maintenant, comme un fil d'Ariane, une nouvelle piste, lointaine et inattendue, se présentait à nous. Une piste américaine. Nous marchions dans les rues de Londres, les pensées de Holmes aussi intenses que les brumes londoniennes qui commençaient à envahir les ruelles. Il semblait concentré sur des éléments que moi, dans ma modeste expérience de médecin militaire, ne pouvais qu'effleurer. Mais il savait déjà où il allait. Comme à son habitude, il n'avait pas besoin de me confier toute l'étendue de ses réflexions pour avancer. Je n'étais qu'un témoin du processus brillant qui se déroulait dans son esprit. Lorsque nous arrivâmes à Baker Street, Holmes m'invita à m'asseoir avec lui, un signe qu'il était prêt à m'expliquer les éléments qui s'étaient récemment ajoutés à l'enquête. Son regard perça la pièce avant de se poser sur moi, me faisant signe d'écouter attentivement. « Watson », commença-t-il, son ton calme, « le meurtre à Brixton n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cette affaire a des ramifications bien au-delà de ce quartier de Londres, et une partie de la vérité se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. » Je le regardais, intrigué. « De l'autre côté de l'Atlantique ?» demandai-je, essayant de suivre le raisonnement qui se tissait dans son esprit. « Vous voulez dire que l'affaire nous mène jusqu'aux États-Unis ?» Holmes hocha la tête avec un sourire en coin, comme s'il avait anticipé ma réaction. « Exactement, Watson. Nous avons affaire à un réseau transatlantique et les clés de ce mystère se trouvent à New York. J'étais maintenant pleinement captivé par l'évolution de l'enquête, une piste américaine. Pourquoi cela n'aurait-il pas de sens ?
L'histoire qui s'étoffait semblait de plus en plus complexe, mais ce détail ne faisait qu'ajouter à l'énigme. Sherlock Holmes se leva et commença à arpenter la pièce, réfléchissant tout haut. Ce que nous avons vu à Brixton, ce n'est pas un simple crime passionnel. C'est une orchestration soigneusement planifiée. Cette inscription, ces symboles, tout cela fait partie d'un plan plus vaste, qui ne s'arrête pas à Londres. Il fit une pause, comme si un éclair de compréhension venait de traverser son esprit. Le carnet que nous avons vu dans l'hôtel de Soho, il contenait des indices bien plus importants que ce que nous pensions. Ce n'était pas un simple artefact vieux de plusieurs siècles. Non, Watson, c'était une clé pour comprendre un réseau qui va bien au-delà de nos frontières. Il s'arrêta soudainement, se tournant vers moi avec un air grave. Ce carnet appartient à une organisation secrète, et cette organisation a des ramifications aux États-Unis, à New York pour être précis. Je fronçai les sourcils, m'efforçant de suivre le fil de ses pensées. Une organisation secrète? Quelle organisation? Holmes prit un moment avant de répondre, ses yeux brillants d'une lueur déterminée. L'ordre du sang. Le nom résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Bien que je n'ai pas entendu parler de cette organisation auparavant, il était évident que Holmes en savait bien plus que ce qu'il laissait paraître. L'ordre du sang. Ce nom faisait allusion à des rituels anciens et à des pratiques occultes, des cérémonies marquées par des sacrifices et des pactes. Je n'eus pas besoin de lui demander plus de détails. Le regard de Holmes en disait « Long ». Ce n'était pas un nom que l'on prononçait à la légère, et il avait tout l'air de signifier quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple société secrète. Holmes s'assit à son bureau, son esprit travaillant à toute allure. « Watson, il est évident que ce meurtre à Brixton n'est que le dernier maillon d'une chaîne d'événements qui remontent à bien plus longtemps. Ces rituels, ces symboles, tout cela est lié à une organisation qui tente de réveiller des forces anciennes, et il ne fait aucun doute que l'Ordre du Sang a des agents ici, à Londres, mais ils opèrent aussi à New York et probablement dans d'autres grandes villes du monde. Je me levai, en proie à une vague d'inquiétude. Que devons-nous faire? Comment se rendre jusqu'à New York? Holmes se tourna vers moi, un éclat dans ses yeux, comme s'il avait anticipé ma question. Nous allons nous rendre à New York, Watson. Mais avant cela, il nous faut préparer le terrain. Nous devons en apprendre davantage sur l'ordre et ses membres, sur leurs actions ici, avant que l'on puisse traverser l'Atlantique. Et j'ai une idée. Sans un mot, Holmes se dirigea vers son étagère, attrapant un paquet de lettres et un certain nombre de documents. « J'ai un contact à New York », expliqua-t-il, en enfilant ses gants avec une méthode tranquille. « Un détective privé. Un homme d'une grande discrétion. Si quelqu'un peut nous aider à pénétrer les mystères de l'ordre, c'est lui. » Je n'eus pas le temps de poser plus de questions, car Holmes était déjà en train de rédiger une lettre rapide, qu'il plia et plaça dans une enveloppe scellée. « Vous allez recevoir une réponse dans les plus brefs délais, Watson, » dit-il avec assurance. « Et lorsque nous aurons les informations nécessaires, nous partirons immédiatement. » Il me regarda, son regard habituellement impassible, mais cette fois-ci, un léger sourire flottait sur ses lèvres. « Préparez-vous, mon ami, la piste américaine est notre prochain grand défi. » Nous quittâmes alors Baker Street, avec l'intention de percer les mystères qui se cachaient derrière l'ordre du sang. L'énigme s'étoffait, et une nouvelle aventure se profilait à l'horizon. Mais avant d'en savoir plus, nous devions d'abord comprendre les ténèbres qui planaient sur cette organisation mystérieuse. Une organisation prête à tout pour raviver d'anciens rituels, et peut-être bien pour réécrire le destin du monde. Chapitre 5. Le retour à Londres. Le soleil de l'après-midi baignait Londres dans une lumière tamisée, presque feutrée, comme si la ville elle-même retenait son souffle. La perspective de quitter temporairement la capitale anglaise pour une enquête aux États-Unis semblait avoir réveillé quelque chose de plus vaste dans l'esprit de Sherlock Holmes. Je savais que l'énigme de l'ordre du sang n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand,
Pourtant, rien ne m'avait préparé à l'impulsion de Holmes de revenir à Londres avant de partir. Il m'avait dit que nous devions effectuer quelques derniers préparatifs, mais son air impénétrable cachait une toute autre dimension à ses intentions. Nous nous étions rendus à la gare de Charing Cross en fin de journée. Un train express à destination de l'ouest du pays nous attendait. Holmes, comme à son habitude, n'exprimait aucune émotion apparente, mais ses yeux étaient d'une intensité palpable. Même dans cette brume de mystères et de secrets, il savait que chaque mouvement, chaque choix pourrait nous rapprocher de la vérité. « Watson », dit-il en marchant à mes côtés, « il est important de comprendre que parfois, la solution à une énigme ne se trouve pas simplement dans les indices visibles, mais dans l'absence d'indices. » Je hochai la tête, tentant de comprendre où il voulait en venir. « Vous pensez que quelque chose nous échappe, n'est-ce pas ?»« En effet, » répondit-il d'un ton ferme, « quelque chose a été soigneusement dissimulé. Je soupçonne que l'ordre du sang a laissé des traces, mais pas là où nous nous attendons à les trouver. Ce n'est pas dans les livres occultes ou dans les documents qui nous ont été fournis que nous découvrirons le véritable secret. Il se cache ailleurs, dans les interstices des informations. » Nous arrivâmes à la gare et je sentis un frisson me parcourir lorsqu'un vent froid se leva, soufflant la brume dans la direction du train qui allait nous emmener vers le sud-ouest de l'Angleterre. Le paysage défila sous nos yeux, la silhouette imposante de Londres se dissipant lentement alors que nous quittions la ville. Le trajet fut silencieux et mes pensées vagabondèrent dans les méandres de l'affaire. Comment un ordre aussi ancien pouvait-il encore exercer une telle influence sur les événements modernes? Quels étaient les véritables objectifs de l'ordre du sang et pourquoi avaient-ils choisi de réactiver leurs activités à Londres? Et à New York, Holmes, comme toujours, semblait tout savoir, mais il n'avait pas encore partagé toutes ses découvertes. C'était un trait de sa personnalité que j'avais appris à accepter au fil des ans. Il ne dévoilait ses cartes qu'au dernier moment, lorsqu'il était certain d'avoir les preuves qui appuyaient ses théories. La nuit tomba rapidement, et le train s'éloigna encore plus des confins de Londres, filant vers des villages reculés, où l'histoire semblait avoir laissé des traces invisibles. Nous arrivâmes à une petite gare au bout du monde, un endroit que Holmes avait choisi pour nous permettre de revenir aux racines. Je fus curieux, mais il ne me donna aucune explication immédiate. Il y avait une petite auberge, l'auberge de l'Écuyer solitaire, qui semblait appartenir à un autre âge. Les fenêtres étaient éclairées par des bougies vacillantes, et l'odeur du bois et du cuir flottait dans l'air. L'endroit semblait parfait pour quelqu'un cherchant à se cacher du monde tout en restant dans l'ombre. Holmes m'indiqua de le suivre sans prononcer un mot. L'auberge semblait déserte, mais à mesure que nous nous approchions, une silhouette se dessina à la porte. Un homme d'âge moyen, habillé d'une manière qui semblait incongrue dans ce lieu isolé, nous attendait. Ses yeux, d'une couleur métallique, brillaient d'un éclat étrange dans la lumière des bougies. « Sherlock Holmes », dit-il d'une voix basse, presque un murmure, « je vous attendais. » Holmes s'arrêta et lui rendit son salut avec un léger mouvement de tête. Il n'y avait aucune surprise dans son regard, comme si tout cela faisait partie d'un plan préétabli. L'homme s'écarta pour nous laisser entrer et nous fîmes quelques pas dans la pièce principale, un endroit confortable mais austère. Un feu brûlait dans l'âtre et une grande table était dressée pour le repas. Mais c'était la personne qui se tenait derrière cette table qui attira mon attention. C'était une femme, ou plutôt une silhouette féminine, aux cheveux noirs comme l'encre et aux yeux d'un vert intense. Elle nous observa sans un mot, une lueur de reconnaissance dans son regard, mais aussi une froideur glaciale qui semblait imprégner la pièce. L'homme aux yeux métalliques se tourna vers elle et d'un geste de la main l'invita à prendre la parole. « Vous avez été informé, dit-elle enfin d'une voix ferme mais douce. Vous venez ici pour des informations, mais sachez que ce que vous cherchez n'est pas ce que vous croyez. » Je regardais Holmes, qui restait aussi calme que jamais.
Un petit sourire en coin apparut sur ses lèvres, un sourire presque imperceptible, mais qui signala que nous étions bien arrivés au cœur du mystère. Holmes s'avança légèrement, regardant la femme et l'homme qui nous avaient accueillis. « En effet, répondit-il lentement, je ne crois pas que tout soit aussi simple que vous semblez le suggérer. Nous cherchons des informations sur l'ordre du sang. Et je crois que vous en savez plus que vous ne le laissez entendre. » La femme se leva alors, ses mouvements fluides comme ceux d'un prédateur en chasse. Elle se rapprocha de Holmes avec une assurance glaciale, mais son regard ne quitta jamais le sien. « L'ordre du sang. Vous en savez déjà trop, Sherlock. Holmes, dit-elle d'une voix basse et menaçante, mais sachez que si vous poursuivez votre enquête, vous plongerez dans un abîme dont vous ne reviendrez pas indemne. » Holmes ne réagit pas immédiatement, mais je pouvais voir dans ses yeux que chaque mot prononcé par cette femme n'était qu'une nouvelle pièce du puzzle qu'il cherchait à résoudre. Et si je vous disais que l'ordre du sang n'est pas seulement une société secrète, mais une organisation millénaire avec des liens invisibles dans toute l'histoire de l'humanité, continua-t-elle, sa voix se faisant plus grave. Il ne s'agit pas seulement de cultes anciens et de rituels oubliés. Non, Sherlock Holmes. Vous cherchez quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Holmes se tourna lentement vers moi, un éclat dans ses yeux. Vous voyez, Watson, l'enquête se resserre. Mais pour chaque réponse que nous obtenons, de nouvelles questions surgissent. La pièce se fit silencieuse, et une fois de plus, je me sentis comme un spectateur dans l'ombre de l'intellect redoutable de Holmes. Nous étions à l'orée d'une vérité bien plus vaste et plus dangereuse que ce que nous aurions pu imaginer. Mais une chose était certaine, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de retour en arrière. Chapitre 6. L'affrontement final. L'atmosphère de l'auberge. L'écuyer solitaire était devenue oppressante. Le feu dans l'âtre projetait des ombres mouvantes sur les murs, donnant à la scène un caractère presque spectral. Face à nous, la mystérieuse femme aux yeux émeraudes nous observait, impassible, tandis que l'homme aux yeux métalliques restait silencieux, prêt à intervenir au moindre geste suspect. Sherlock Holmes, toujours maître de lui, croisa les mains derrière son dos et fit un pas en avant. Vous parlez de vérités millénaires et de secrets oubliés, madame, mais permettez-moi de vous dire une chose. Rien ne demeure caché indéfiniment. Pas même l'ordre du sang. La femme esquissa un sourire glacial. Vous êtes perspicace, Holmes, mais votre intelligence ne suffira pas à vous sauver. L'ordre sait qui vous êtes, il sait ce que vous cherchez, et il ne vous laissera pas repartir. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Holmes, quant à lui, resta de marbre. « Voilà une menace bien théâtrale, » répondit-il d'un ton légèrement amusé. « Mais voyez-vous, je ne suis pas venu seul. L'ordre peut bien essayer de nous arrêter, mais il se trouve que j'ai pris quelques précautions avant de venir ici. » Il sortit lentement de sa poche un petit carnet noir et le tendit vers la femme. « J'ai trouvé ce carnet parmi les affaires de notre victime à Brixton. Il contient des noms, des dates, et une correspondance codée avec un certain GH, basé à New York. » Le visage de la femme se durcit. Holmes poursuivit. « Je me suis demandé qui pouvait être cette GH. Grâce à quelques contacts bien placés, j'ai découvert qu'il s'agissait de Gregory Hale, un des dignitaires de l'ordre aux États-Unis. Si ce carnet est en ma possession, cela signifie qu'il est aussi entre les mains de Scotland Yard et du gouvernement britannique. » Le silence qui s'ensuivit fut glacial. La femme échangea un regard inquiet avec son complice. Elle comprit qu'Holmes ne bluffait pas. L'ordre du sang, si discret et insaisissable, venait de se faire prendre à son propre jeu. Soudain, l'homme aux yeux métalliques fit un pas en avant, sortant une dague effilée de sa veste. « Vous pensez pouvoir vous en sortir vivant, Holmes ? Vous avez sous-estimé l'ordre. » D'un geste rapide, je portais la main à mon revolver, mais Holmes leva légèrement la main pour m'arrêter. Il fixait son adversaire avec calme, comme un prédateur analysant la faiblesse de sa proie. « Vous vous méprenez, » répondit-il doucement. « Je n'ai pas sous-estimé l'ordre. C'est vous qui avez sous-estimé ma préparation. »
Au même instant, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Des voix s'élevèrent et la porte de l'auberge s'ouvrit brusquement. Inspecteur Lestrade et plusieurs agents de Scotland Yard firent irruption, armes au poing. « Personne ne bouge !» lança Lestrade, son regard se posant immédiatement sur la femme et son complice. La tension dans la pièce était à son comble. L'homme aux yeux métalliques serra les dents, comprenant qu'il était acculé. D'un geste désespéré, il tenta de se jeter sur Holmes, mais avant qu'il n'ait pu l'atteindre, un coup de feu résonna dans l'auberge. Je venais de tirer. L'homme s'effondra, sa dague chutant au sol dans un bruit métallique. La femme, voyant son allié à terre, leva lentement les mains en signe de reddition. Les agents se précipitèrent pour les maîtriser, tandis que Lestrade observait Holmes avec un mélange d'admiration et d'agacement. « Vous auriez pu me prévenir plus tôt, Holmes » grogna-t-il. « Mais je suppose que vous aviez votre plan. » Holmes lui adressa un sourire énigmatique. « Je savais que vous seriez là au bon moment, Lestrade. L'Ordre du Sang perd aujourd'hui 2 de ses pions les plus influents. » La femme le fusilla du regard. « Vous pensez que cela changera quoi que ce soit? L'ordre est partout. Vous avez peut-être gagné cette bataille, mais la guerre continue. » Holmes hocha lentement la tête. « Peut-être. Mais pour l'instant, Londres est en sécurité. » Les agents de Scotland Yard escortèrent les prisonniers hors de l'auberge, tandis que le silence retombait dans la pièce. Je laissais échapper un soupir, rangeant mon arme, encore secouée par les événements. Holmes, quant à lui, prit une dernière inspiration, comme s'il venait de terminer une partie d'échecs. « Complexe, Watson, » dit-il en s'adressant à moi, « je crois qu'il est temps de rentrer à Baker Street. Cette affaire est close. » Je hochai la tête et le suivis vers la sortie, laissant derrière nous un mystère de plus résolu, mais avec l'étrange sentiment que d'autres ombres nous guettaient encore dans l'ombre. Chapitre 7. La vérité dévoilée. Le froid mordant de la nuit londonienne nous accueillit alors que nous quittions l'auberge. Holmes, le regard lointain, semblait déjà assembler les derniers morceaux du puzzle. Je connaissais ce silence. Il n'indiquait pas une conclusion, mais une réflexion plus profonde. Nous reprîmes le train en direction de Londres. Pendant tout le trajet, Holmes resta plongé dans ses pensées, ses doigts tambourinant légèrement sur le rebord de la fenêtre. Finalement, alors que nous approchions de la gare de Charing Cross, il rompit le silence. « Watson, avez-vous remarqué l'erreur commise par notre charmante adversaire ?» Je réfléchis un instant avant d'avouer mon ignorance. Holmes esquissa un léger sourire. Elle a affirmé que l'Ordre du Sang était partout. Pourtant, elle n'a jamais mentionné une chose essentielle, la véritable raison de leur retour en Angleterre. Leur organisation n'a pas simplement voulu couvrir un meurtre. Non, il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qui a échappé à tous, sauf à moi. À cet instant, nous arrivâmes à Baker Street. Une fois dans notre salon, Holmes alluma sa pipe et ouvrit un tiroir de son secrétaire. Il en sortit un dossier qu'il avait soigneusement dissimulé. Pendant que nous étions à l'auberge, j'ai eu le temps de réfléchir à un détail qui m'a longtemps échappé. Le carnet noir que nous avons trouvé ne contient pas seulement des noms et des adresses. Il recèle une information bien plus précieuse. Regardez cette note codée, Watson. Il me tendit un morceau de papier griffonné. Je le parcourus rapidement, mais le code m'était incompréhensible. Holmes, voyant ma perplexité, expliqua avec son enthousiasme habituel. C'est un chiffre de Vigenère, une technique de cryptage bien connue. Mais voici la clé de l'énigme. Le mot-clé utilisé pour le déchiffrer est un nom que nous avons déjà entendu, Reichenbach. Un frisson me parcourut. Ce nom évoquait en moi des souvenirs terribles, ceux de la confrontation entre Holmes et le professeur Moriarty, des années auparavant, au sommet des chutes de Reichenbach. Vous voulez dire que... Exactement, Watson. L'Ordre du Sang n'est pas qu'une société secrète, c'est un héritage direct des fidèles de Moriarty. Ils ont poursuivi son œuvre dans l'ombre, attendant le moment opportun pour frapper. Et maintenant,
Nous savons qu'ils avaient un but précis, retrouver un document perdu, un artefact que Moriarty lui-même avait dissimulé avant sa chute. Le poids de la révélation me coupa le souffle. Cette affaire prenait une ampleur insoupçonnée. Mais pourquoi maintenant ? Demandai-je. Holmes tira une bouffée de sa pipe avant de répondre. Parce que quelqu'un, quelque part, a trouvé une piste menant à ce que Moriarty avait caché. L'ordre du sang ne faisait pas que se défendre. Il cherchait à s'assurer que nous ne mettrions pas la main dessus avant eux. Un long silence s'installa. Nous venions de soulever un voile ancien, derrière lequel se cachait une menace plus grande que ce que nous avions imaginé. Holmes écrasa sa pipe dans son cendrier et se leva. Nous n'en avons pas fini, Watson. Si nous voulons empêcher l'ordre de parvenir à ses fins, nous devons agir vite. La vérité complète ne sera révélée qu'une fois que nous aurons mis la main sur ce que Moriarty a laissé derrière lui. Et sur ces mots, la véritable traque commençait. Chapitre 8, le retour à Baker Street. La brume de Londres s'épaississait alors que nous remontions Baker Street, nos esprits toujours en proie aux récentes révélations. La vérité que nous venions de découvrir dépassait tout ce que nous avions imaginé. Moriarty, même dans la mort, continuait à étendre son influence, et l'ordre du sang semblait prêt à tout pour préserver ses secrets. Holmes ouvrit la porte de notre appartement avec une hâte inhabituelle. À peine entré, il se précipita vers son bureau, étalant sur la table tous les documents que nous avions collectés. « Watson, le temps presse. Nous devons établir la connexion entre ce que nous savons et ce que l'ordre recherche. » Il sortit une loupe et analysa minutieusement chaque indice sous nos yeux. De mon côté, je m'assis dans mon fauteuil, observant avec fascination mon ami en pleine effervescence. « Holmes, dis-je finalement, ce document que Moriarty a caché, qu'est-ce que c'est exactement ?» Il s'arrêta un instant, tapotant ses doigts contre son menton avant de répondre. « Un manuscrit, Watson. Un texte que Moriarty aurait rédigé avant sa disparition aux chutes de Reichenbach. Ce document contiendrait ses plans inachevés, ses codes, et peut-être même une liste de ses derniers alliés. S'il venait à tomber entre de mauvaises mains, les conséquences seraient catastrophiques. Le poids de ces paroles m'ébranla. Un plan de Moriarty, un legs laissé à ses disciples. L'ordre du sang ne reculerait devant rien pour le récupérer. Alors que nous échangions nos réflexions, un bruit sourd retentit contre la fenêtre. Holmes bondit immédiatement vers l'ouverture et scruta la rue. « Nous avons de la compagnie, Watson. » Je me précipitai à ses côtés et aperçus une silhouette encapuchonnée disparaître dans la brume. Quelqu'un nous surveillait. Holmes se redressa, les yeux pétillants d'une excitation contenue. Voilà qui confirme nos soupçons. L'ordre sait que nous sommes sur leur piste, et si j'en crois leur empressement, nous ne sommes pas loin de la vérité. À cet instant, une enveloppe glissée sous la porte attira notre attention. Holmes la ramassa délicatement et l'ouvrit. À l'intérieur, un simple message, écrit d'une main ferme et nerveuse, « Ne creusez pas davantage, ou vous en subirez les conséquences. » Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Holmes, lui, eut un sourire amusé. Voilà une menace bien conventionnelle, ce qui signifie que nous avons encore l'avantage. Il se tourna vers moi, son regard brillant d'intensité. Watson, nous allons devoir être plus rapides qu'eux. Nous devons retrouver ce manuscrit avant qu'ils ne mettent la main dessus. Tout se joue maintenant. Ainsi, alors que l'ombre de Moriarty s'étendait à nouveau sur Londres, nous nous préparions à une ultime confrontation. Le jeu d'échecs était lancé, et cette fois, c'était à nous de faire échec et mat. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle aventure de Sherlock Holmes à mes côtés. J'espère que cette enquête pleine de mystères et de rebondissements vous a captivé autant que moi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Votre soutien est précieux et me motive à vous proposer toujours plus d'histoires passionnantes. À très bientôt pour une nouvelle aventure, et d'ici là, faites de beaux rêves.